Vous êtes sur Be Smart for Change, nous sommes au pavillon d'Arménonville pour l'événement YouSpring organisé par le groupe FICAD. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Ono. Vous avez fondé Ludicius. Pourquoi avoir fondé Ludicius ? Enchanté, j'aime. Eh bien, écoutez, c'est une grande histoire. Ludicius, c'est 2002, donc on va bientôt fêter nos 23 ans. Et puis, ben voilà, l'histoire de l'entreprise, c'est que malheureusement, j'étais pas un très bon élève. Et à 24 ans, quand j'ai fondé l'entreprise, je n'étais toujours pas diplômé. Et je trouvais que l'éducation, ça m'allait pas très bien, que c'était malheureux. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait changer, qu'on pouvait faire que plutôt que ce soit les élèves qui doivent rentrer dans le moule, que ce soit l'inverse. Voilà, que ce soit le système d'éducation qui s'adapte à chacun. Et voilà, j'ai donc eu cette idée de créer cette entreprise qui fait donc aujourd'hui ce qui s'appelle du serious game. Mais le mot n'existait même pas. Voilà. En 2002, on faisait du jeu d'entreprise. Le mot a apparu un petit peu plus tard, en 2007. Et voilà comment l'entreprise s'est lancée sans même savoir ce qu'on allait faire finalement par la suite. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le serious game, d'autant que vous êtes des pionniers dans la discipline ? Oui, oui, c'est vrai que donc à l'époque le mot n'existait pas, donc de fait on était pionniers. Ensuite, ce qu'on appelle serious game, ça va avoir plusieurs domaines d'activité. On va retrouver la formation, qui est le domaine principal, le digital learning, mais on va également aller du côté de la sensibilisation, du côté de la promotion, valorisation ou de l'évaluation. Donc ça, c'est vraiment toutes les fonctions qu'on peut retrouver à l'intérieur du serious game. Et voilà, le principe du serious game, ça va être de remplacer un travail par un loisir, de faire que quelque chose qui est possiblement rébarbatif ou difficile d'accès ou dans lequel il faut faire des efforts, là c'est l'inverse, ça va venir à nous, ça va nous guider, ça va nous challenger, ça va nous faire vivre une aventure intéressante, exceptionnelle, unique, de laquelle voilà, on va se souvenir et puis sur laquelle on va vouloir avoir envie de progresser, d'aller plus loin, si on fait super bien notre job, même d'en parler aux autres pour devenir prescripteur. Ça, c'est vraiment le principe du serious game, c'est de donner envie, d'intéresser. Donc finalement, le serious game peut s'adapter à n'importe quel contenu de formation. Ah oui, tout à fait. On peut être sur des contenus tout à fait standards, voire des contenus très sur mesure, très complexes, très techniques. Ça marche absolument dans tous les cas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les deux différenciateurs du serious game. Le premier, donc, je viens déjà d'en parler, c'est l'engagement, donner envie, et puis d'essayer, mais aussi de rester dedans. On veut intéresser, captiver, impliquer, faire atteindre le flow et vraiment aller au bout de l'aventure. Mais il y a également un autre sujet très intéressant, c'est le côté efficacité de la formation. Ça fait partie des douleurs, évidemment, de tous les concepteurs, formateurs, c'est d'avoir des formations les plus efficaces possibles. L'intérêt du serious game, en fait, c'est qu'on est sur une mise en situation. Et cette mise en situation, déjà, ça rend l'expérience engageante, puisqu'on demande, on pose un challenge aux joueurs, mais en plus, ça permet de voir les tenants et les aboutissants. Et on va avoir quelque chose qui, cognitivement parlant, est beaucoup plus impactant qu'un dispositif traditionnel où on n'a pas cette forme de pédagogie active, en fait. Alors, je comprends qu'il y a une multitude de serious games, qu'il y a presque autant de serious games que de situations, comme vous l'évoquiez. Est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples concrets, histoire de bien visualiser ce que ça peut revêtir Alors, bon, évidemment, ça utilise beaucoup d'images. Donc, uniquement à la voix, il va falloir se projeter dans l'imaginaire. Mais l'idée, si on repart de ce principe de mise en situation, ça va effectivement être, par exemple, dans la catégorie des jeux de rôle, d'avoir des personnages qui se parlent. Donc, on va jouer un avatar, en face, on a un interlocuteur, et puis on va être dans une simulation de dialogue. Donc, en fonction des questions qui nous sont posées par l'interlocuteur, on va choisir qu'est-ce qu'on fait répondre à notre avatar. Quel est, selon vous, le meilleur choix? Alors, des fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et puis on va enchaîner possiblement plusieurs séquences de dialogue pour peut-être débriefer après avec quelqu'un qui aura observé cet échange qu'on a pu avoir avec l'interlocuteur. Et là, c'est lui qui va nous poser des questions, on va devoir apporter la bonne réponse, ou nous choisissons quelles questions on peut poser. Donc l'idée, c'est vraiment cette interactivité, cette capacité d'emmener l'apprenant vers des questions, des réflexions et une décision sur comment est-ce qu'il va orienter la suite. Donc,
Dans le dialogue, on va retrouver des exemples très très classiques en banque assurance, pour la formation des conseillers bancaires, tout simplement, en management, pour l'entretien annuel d'évaluation, dans le milieu médical, les professionnels de santé qui ont souvent face à des patients, on va leur mettre des patients virtuels, et donc plutôt que de le faire en vrai avec leurs vrais clients ou leurs vrais patients ou leurs vrais employés, ils vont pouvoir s'entraîner en fait sur ces mises en situation, voilà, avec toujours des objectifs qui peuvent en plus être un peu surprenants pour la personne ou des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Alors, on distingue bien les avantages à titre individuel, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement un peu du fait de l'approche digitale ? Si, bien sûr, ce risque existe, quel que soit le médium. Donc ça existe avec le serious game, ça existe avec le digital learning traditionnel. Alors on a quand même un avantage avec le serious game, c'est que comme on est sur un format très interactif, très dynamique, on commence à avoir cette capacité de faire des jeux multijoueurs, où on va du coup reprendre d'autres participants et les injecter dans l'aventure. C'est quelque chose qu'on fait par exemple pour les écoles vétérinaires, où ils enseignent à des groupes d'étudiants, à des promos, comment gérer leur clinique. Donc c'est vraiment une approche business, ça fait partie du curriculum à enseigner, et c'est compliqué, c'est très compétitif dans la vraie vie. Quand vous ouvrez une clinique, il y a d'autres cliniques autour, donc il faut choisir ses bons segments de marché, il faut recruter les bons vétérinaires qui ne pourront plus être recrutés par les autres cliniques. Et puis si on a bien choisi son segment de marché, on va attirer une clientèle qui va rester fidèle. Donc on va se retrouver, là je vous prends un exemple où on va être en compétition, mais ce qui est super intéressant, c'est que souvent dans l'enseignement, les gens derrière la clinique, ce sont des équipes. Donc en fait, on est sur du coopétitif, à moitié coopératif, où on prend les bonnes décisions pour la clinique avec plusieurs associés qui vont décider ensemble ce qu'il faut faire, en s'affrontant avec d'autres équipes qui, elles, prennent d'autres décisions. Et on observe quelque chose qui est fantastique, c'est l'enseignant n'est plus le sachant. L'enseignant devient le Learning Success Manager, c'est un mot à la mode. Il n'est plus en train de donner les contenus, il n'est plus en train de donner la pédagogie, il est en train de s'assurer que l'expérience d'apprentissage se passe bien. Donc il y a un petit changement de rôle qui est en train de s'opérer et qui est génial. Et on n'a plus du tout d'isolement, au contraire, on se sert vraiment du support digital pour franchir les barrières, quoi. Alors, je vais vous garder pour une dernière question avant de vous laisser profiter de l'événement. Quel est, selon vous, l'avenir du serious game à court ou moyen terme ? Ça suit très bien la question que je vous posais juste avant, que vous m'avez posée juste avant. Clairement, cette approche multiplayer, c'est quelque chose qui doit se développer. Alors aujourd'hui, il y a des contraintes. Le jeu dont je vous ai parlé, c'est un jeu complètement sur mesure, avec des problématiques techniques, un serveur multijoueur, voilà. Donc évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus coûteux à déployer. Eh bien, moi, je pense que l'avenir le plus important pour le serious game, c'est de réussir à faire qu'on puisse proposer des plateformes, des solutions clés en main. J'ouvre une bibliothèque, je choisis mon serious game, et puis j'ouvre une bibliothèque, je choisis mon contenu pédagogique, je le mets dedans. Le serious game était déjà prêt. Voilà, moi j'ai fait mes contenus, je suis un concepteur. Hop, je mets dedans, et ça y est, et ça me fait un jeu multijoueur prêt à l'emploi. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On sait le faire en sur-mesure pour nos clients. Si tout se passe bien cette année, on devrait sortir justement cette plateforme. Pour moi, c'est un très grand changement d'avenir, un changement de paradigme complet, parce que ça va changer les modèles économiques, ça va changer la capacité pour les concepteurs de vraiment réussir à créer des expériences hyper engageantes avec finalement moins d'efforts. Ouais, finalement, il ne reste plus qu'à essayer, Laurent, les Serious Games. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur Be Smart for Change.